continue avec une conférence dont le titre est très inspirant, Inspire, expire, ou comment la respiration sculpte l'actualité de notre cerveau et vice-versa. Merci d'accueillir un docteur en neurosciences, monsieur Andrei Baliovas. Bonjour, bonjour. Est-ce que je pourrais avoir un micro pour tout à l'heure? Après, je le rendrai. Maintenant? Oui, c'est-à-dire, oui, dans quelques instants. Ouais. Donc, je vais le prendre. Alors, bonjour à tous. Je suis vraiment très heureux et je me sens honoré d'être ici et de vous pouvoir parler d'un sujet qui me passionne, c'est le cerveau. Je suis plus en activité en tant que chercheur. Je m'occupe maintenant de donner des cours de yoga et je développe ma pratique de Gestalt thérapie. Mais j'ai envie aussi de communiquer sur les mystères du système nerveux, sur les mystères du cerveau, pour justement apporter du sens dans l'expérience de la théorie et que tout ça a du lien. Donc je remercie toute l'équipe organisatrice pour m'avoir invité et j'aurai le plaisir de vous parler, comme ça a été bien énoncé par Sabine, inspire, expire, comment cette respiration sculpte l'activité de notre cerveau, et l'inverse est aussi vrai, c'est-à-dire comment le cerveau peut justement contrôler la respiration et quel effet ça a sur notre vie. Et pour commencer, je vais vous demander de fermer les yeux et juste de prendre 3 profondes respirations par le nez, profonde et complète. Et à la fin de votre dernière expiration, vous inspirerez à nouveau et vous retiendrez le souffle juste quelques secondes. Et ensuite, vous expirerez tranquillement et vous ouvrirez les yeux. C'était une façon pour moi de vous faire revenir ici et maintenant. Et pour commencer, on va continuer dans l'expérience en fait. Je vais vous montrer des images et vous allez observer votre respiration. Donc c'est un petit exercice comme ça. Vous allez observer votre respiration et voir ce qui se passe. Et essayer de se souvenir de ce qui se passe en voyant les images à partir de maintenant. Observez consciemment ce qui se passe avec votre respiration. Notez les sensations.
Alors, ces images vous ont-elles inspiré ou impressionné à couper le souffle? J'ai intentionnellement fait un jeu de mots inspiré, donc c'est l'inspiration qui va vous faire voyager, vous faire échapper, peut-être ouvrir, ou ça va vous tenir un instant en apnée. Et je vais vous demander maintenant de vous tourner vers votre voisin et d'échanger en 2 mots ce qui s'est passé pour vous. Ok, très bien, ça ne va pas durer longtemps, donc revenez vers moi, finissez votre phrase. Allô, allô. Je savais que ça va faire parler, mais pas autant. Donc je vous demande le silence, et merci de vous être prêté au jeu. Voilà, vous avez certainement ressenti plein de choses et moi je voulais vous partager ce que moi j'ai ressenti. En fait, je vous ai montré 2 paysages au début et après il y avait une image avec les pieds dans le vide. Et là, j'ai entendu une grande inspiration comme ça. Donc, pour moi, l'expérience est réussie. Donc, c'est ça en fait. Nous allons avoir des réactions qu'on va se rendre compte ou pas. Et nous allons continuer maintenant. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez eu peur ou pas. Bon, c'est pas commun de rencontrer des tigres dans la rue. Maintenant, c'est plutôt une arme à feu ou un couteau qui pourrait faire peur. Mais l'idée, c'était que, voilà, c'est un prédateur, ça devrait faire peur, mais on n'en rencontre plus. Alors maintenant, donc, vous pourrez me dire, vous avez rigolé, donc votre respiration a changé. Mais maintenant, je vais vous dire en fait, attention, la slide suivante, ça va faire un truc qui va vous faire peur. Qu'est-ce que vous ressentez maintenant? Voilà, peut-être vous avez une anticipation en fait de l'émotion à venir, de la chose à venir. Alors je vais vous la montrer maintenant cette image. Attention, ça va faire peur. Je vous ai bien eu, hein? Bon, un petit clin d'œil au Halloween qui approche. Alors voilà, cette expérience était pour vous amener vers le sujet, donc très étudié, les émotions. Et finalement, la respiration, elle a un lien particulier avec les émotions. Et chaque émotion a une signature particulière dans la respiration. Par exemple, quand vous allez être en joie, vous allez avoir une respiration ample et profonde. Quand vous allez être en colère, vous allez avoir une respiration ample mais rapide. Et si vous êtes triste, si vous vous sentez triste, eh bien, ça va être une respiration lente, profonde, entrecoupée de soupirs et de courtes inspirations superficielles. Si c'est la peur, vous allez peut-être retenir votre souffle et si c'est le dégoût, là aussi, vous allez vous protéger de quelque chose qui est désagréable, qui est toxique, et vous allez suspendre votre souffle ou respirer très superficiellement. Et quand on parle d'émotions, il y a une structure dans le cerveau qui est par excellence étudiée le plus pour les émotions négatives, c'est l'amygdale. Et
Donc ici c'est une animation, alors je ne sais pas si on peut la faire fonctionner. Est-ce qu'on peut faire fonctionner l'animation? Voilà, donc là vous voyez un cerveau et en fait dans sa boîte crânienne, et on peut refaire fonctionner encore une fois, merci. Donc vous voyez les points rouges, ce sont les amygdales qui font partie du système limbique qui est impliqué dans les émotions. Il y a aussi l'hippocampe, le cortex cingulaire. Et vous voyez aussi qu'il y a une structure qui se prolonge vers le bas, c'est le tronc cérébral. Donc ça c'était pour que vous puissiez visualiser ces amygdales dans votre cerveau. Alors il a été étudié en fait que juste le fait de porter son attention sur la respiration, donc dans la recherche, les gens étaient entraînés à faire ça, à s'entraîner, à être attentifs à leur respiration. Et ensuite, il y avait un protocole qui évoquait des émotions comme la peur. En fait, des images ont été montrées comme j'ai pu vous montrer. Et donc, juste le fait de porter son respiration régule à la baisse de l'activité de l'amygdale. Et ça a été mesuré par des méthodes d'IRM fonctionnelles. Ce qui s'active pendant la respiration consciente, quand il y a l'attention est portée sur la respiration, c'est aussi d'autres parties du cortex, notamment le cortex préfrontal dorsal. Et les chercheurs ont remarqué qu'en fait, il y a une augmentation de l'intégration des informations entre le cortex préfrontal dorsal et l'amygdale. Et le cortex préfrontal dorsal, il donne du sens aux émotions. Quelque part, il se rend compte de ce qui se passe. Donc le fait d'être là, d'être concentré sur la respiration, permet justement de faire le lien. Et cette voie neurale, c'est une voie neurale en fait de régulation des émotions par le biais de la respiration consciente. Donc, plus vous portez votre attention sur votre respiration, et plus souvent vous le faites dans votre vie quotidienne, vous allez renforcer cette connexion, entre autres, entre l'amygdale et le cortex frontal. Et donc, vous avez bien compris, c'est une histoire de souffle. Et si on part en Grèce, dans le grec ancien, souffler, ça se disait psycho. Et vous voyez bien que c'est pas très loin de la psyché ou psyché. Et les Grecs le traduisaient comme souffle de vie, c'est-à-dire nous on le traduit, mais les Grecs entendaient souffle de vie, âme, esprit, donc quelque chose qui nous relie à un fonctionnement plus complexe en tant qu'être humain. Et il y a aussi son synonyme de psycho, qui est pneuma, qui est maintenant, vous reconnaîtrez la racine du mot cette racine dans le mot poumon. Et donc le sens est aussi lié à la psyché, à l'âme ou à l'esprit. Je ne suis pas en train de dire que ça se trouve dans le cerveau, mais certainement cet organe que nous avons dans notre boîte crânienne fait partie
d'un ensemble qui perçoit ça. Et je vais rapidement passer pour vous juste les grandes lignes du cortex cérébral, et ça va nous servir pour la suite, pour comprendre. Donc, dans le cortex cérébral, donc la partie la plus évoluée de votre cerveau, il y a le lobe frontal qui est lié aux facultés de raisonnement, de motivation, qui est aussi lié à l'interprétation des émotions. Les signaux qui vont être envoyés de l'amygdale, ils vont être interprétés par ce cortex frontal, et aussi d'autres structures qui sont impliquées, d'autres structures limbiques qui sont impliquées dans le traitement des émotions. Il y a aussi la motricité, c'est-à-dire tous les mouvements, la planification de mouvements va se passer dans le lobe frontal. Le lobe pariétal est plus lié au sens du toucher, mais aussi plus largement au sens, à la sensibilité du corps, aux sensations du corps, aussi bien interne qu'externe. Le lobe occipital, il va prendre en charge l'analyse des informations venant des informations visuelles. Et le lobe temporal, ça va être le traitement des informations auditives et aussi la mémoire. Le cervelet qui va coordonner en fait les mouvements et être impliqué dans l'équilibre. Et le tronc cérébral qui va s'occuper des fonctions autonomes ou végétatives de notre corps, comme par exemple la fréquence cardiaque, les rythmes respiratoires justement. On y vient à la respiration, donc c'est un rythme immuable, il ne s'arrête jamais. Dès que vous êtes sorti de votre... dès que vous êtes né, vous commencez à respirer, et jusqu'à votre dernier jour, quand vous expirez. Donc c'est une rythmicité automatique qui est gérée par les centres dans le tronc cérébral, plus exactement dans le bulbe rachidien, et il crée en fait un pattern en anglais de décharge qui contrôle les muscles du diaphragme que vous voyez ici sur cette animation en vert, qui sur l'inspire descend et sur l'expire remonte en poussant l'air hors des poumons. Et cette respiration, elle est donc influencée par la demande physiologique du corps. Si on va aller courir, le rythme respiratoire va augmenter. Si on va manger, il faudra gérer le fait d'avaler des morceaux et respirer, donc manger lentement. Et voilà, il y aura toutes sortes d'adaptations qui vont être liées à des réflexes, et ces réflexes vont être sensés par en fait des récepteurs, les récepteurs dans les artères qui vont faire la mesure de la pression de l'oxygène et du CO2, et aussi des mécanorécepteurs qui sont dans vos côtes et dans vos poumons qui mesurent la distension de vos tissus. Alors ce contrôle de la respiration est largement automatique et involontaire. Comme je vous ai dit, il est géré par des réflexes et les centres nerveux végétatifs qui se trouvent dans le tronc cérébral. Et ce sont des neurones qui gèrent ces rythmes et qui sont autonomes. Cependant, c'est quand même
ça qui nous différencie, je pense, des animaux, que nous pouvons consciemment et volontairement réguler notre souffle comme on a envie. Si j'ai envie de retenir le souffle, mais je peux retenir le souffle jusqu'à voilà, la capacité que j'ai à le retenir. Donc ça tient à la volonté. Et c'est les centres nerveux supérieurs qui sont impliqués dans ça, et le cortex cérébral. Et ce rythme donc est modifiable avec cette intention motrice. Je peux consciemment voilà, activer les muscles respiratoires pour agir sur cette respiration. Et ce qui m'a paru en fait extraordinaire, avec tout le respect pour les personnes atteintes de cette maladie, et je parle du syndrome d'Ondine, c'est en fait une affection génétique rare qui est un syndrome d'hypoventilation centrale congénitale. Donc il y a un dysfonctionnement de la structure en charge de la respiration automatique, et si les personnes, par exemple, s'endorment, eh bien, elles peuvent mourir d'asphyxie. Donc c'est pour ça qu'elles ont un ventilateur externe pendant le sommeil. Ceci dit, les centres supérieurs, le cortex cérébral peut prendre en charge la régulation de cette respiration, la respiration elle-même. Et en fait, ça devient une respiration consciente tout le temps. Alors, imaginez-vous qu'est-ce que ça fait. Donc, c'est très... Après, la personne, elle s'habitue, mais ça a un coût, en fait. Ça a un coût cérébral, parce qu'une patiente qui était reportée dans cette recherche disait qu'en fait, quand elle avait un examen de maths, elle faisait l'exercice plus rapidement avec un ventilateur. Donc ça veut dire que quand on est obligé tout le temps de penser inspire, expire, inspire, expire, ça consomme en fait des ressources cérébrales. Et c'est aussi un moyen en fait pour s'ancrer dans le maintenant, parce que il y aura peu de place pour penser à autre chose, pour faire autre chose. Cependant, le mental, il est fabuleux, on arrive quand même à le faire. Mais c'est-à-dire que ça demande de l'entraînement. Donc ça, c'est une façon, voilà, de vous montrer comment c'est complexe finalement. Le fait de respirer, que ça agit vraiment sur tout le cerveau, et c'est en fait, ça organise le cerveau, la respiration. Que l'on qu'on en ait la conscience ou pas. Donc la respiration est toujours en lien avec l'activité du cerveau. Et la respiration consciente engage plusieurs parties du cortex cérébral. Et en fait, c'est un principe qui organise les oscillations corticales, c'est-à-dire les ondes les ondes cérébrales à un moment vont se caler sur la respiration si on respire suffisamment longtemps avec un certain rythme conscient, ou si on apporte juste notre attention à la respiration. Il y a une différence en fait entre les aires corticales qui vont être impliquées dans vraiment la respiration volontaire qui va faire que j'inspire maintenant, j'expire après, et juste l'attention portée à la respiration naturelle, donc telle qu'elle est, le rythme qu'il est. Et à la fin, j'avais envie de vous dire, j'avais envie de vous montrer ces images pour dire que la posture, en fait, elle va influencer
sur le fait comment on respire. Et je ne sais pas si vous vous êtes posé la question déjà à quoi pense le penseur. Moi, je ne sais pas, mais je dirais qu'il se fait du souci. Voilà, c'est ma projection à moi. Mais à vrai dire, si on regarde sa posture, bon, il est plutôt fermé comme ça. Il a donc les côtes n'ont pas beaucoup de place pour s'élargir à l'inspire. Je pense que ça peut mener à une rumination. Et puis vous pouvez, en comparaison radicale, observer le Bouddha, qui lui, il a une posture, voilà, équilibrée et droite, avec une... on peut lire directement qu'il y a une paix et tranquillité dans son mental, et qu'il respire sereinement. Alors maintenant, je vous invite à faire quelques respirations et vous allez encore une fois fermer les yeux et si vous le voulez bien, vous laissez guider par ce que je vais vous dire. Donc reprenez conscience de votre souffle sans rien changer, juste regardez où en est votre respiration. Vous pouvez visualiser le mouvement de votre diaphragme qui à l'inspire descend et qui à l'expire remonte. Vous pouvez ressentir aussi comment l'air pénètre dans vos voies aériennes supérieures, puis descend dans les poumons, à l'inspire et à l'expire, quand il quitte les poumons et ressort par vos narines. Et à présent, vous allez gentiment porter votre attention sur votre tête et sur votre boîte crânienne. Et vous allez visualiser votre cortex cérébral et peut-être aussi cette structure l'amygdale dont nous avons parlé. Peut-être aussi vous pouvez visualiser votre tronc cérébral et très bon congrès à vous.